Bonjour à tous, ici Alexandre alias Crypto Savage. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir parler crypto-monnaie avec vous aujourd'hui dans le cadre du Sommet des cryptos 2022. Plus précisément, je vais vous parler qu'est-ce que l'analyse on-chain, car dans la dernière année, c'est un sujet qui a été beaucoup popularisé par le pionnier Willy Woo. Je ressens un réel engouement par rapport à ce genre de données. Les gens veulent apprendre, ils veulent savoir comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je vous présente quels sont les avantages de savoir interpréter les données on-chain sur la gestion de votre portefeuille. Merci beaucoup de votre écoute et commençons sans plus tarder. L'analyse de la chaîne de blocs a commencé à se développer principalement autour de 2020 grâce aux outils fournis par Glassnode ou CryptoQuant. À partir de l'interprétation des données on-chain, il est possible d'avoir certains repères de ce qui se passe derrière les rideaux et cela nous permet de pouvoir mieux anticiper certains mouvements au niveau des prix des crypto-monnaies, entre autres pour le Bitcoin, vu que la plupart des données sont présentement sur le Bitcoin. Les analystes en chaîne tentent d'améliorer leur compréhension d'un marché en analysant une variété de données, tout comme par exemple étudier le comportement des compagnies minières qui sont considérés comme étant des joueurs importants dans le marché des crypto-monnaies et qui ont aussi tendance à vendre au bon moment, ou bien évaluer la prédominance de la présence des investisseurs long terme versus les investisseurs court terme. Historiquement, il faut savoir que les investisseurs long terme dictent la tendance long terme de marché, alors que les investisseurs court terme dirigent la tendance court terme de marché. Savoir interpréter les données on-chain donne un portrait juste et impartial du marché et permet de distinguer un marché haussier d'un marché baissier. Ici, nous pouvons voir plusieurs transactions inscrites sur la chaîne de blocs à l'aide du site internet blockchain.com pour chaque transaction qui sont identifiées par un numéro de hash. En d'autres mots, c'est comme un numéro de série d'une pièce que vous pouvez avoir entre les mains. Ça permet d'identifier une transaction. Puis, pour chaque transaction, vous avez la date et l'heure, la quantité de Bitcoin transférés, comme on peut voir ici. On peut voir tous les montants de Bitcoin qui ont été transférés. Et une fois que vous cliquez sur le numéro de hash de la transaction, vous pouvez aussi voir les adresses qui ont envoyé et reçu les bitcoins. C'est vraiment l'analyse d'une blockchain qui est tout à fait transparente. Parlons maintenant de qu'est-ce qu'une chaîne de blocs parce que c'est vraiment la base de l'analyse on-chain. Pour faire un comparatif avec le marché traditionnel des actions où il n'est pas possible de savoir quels ont été les grands mouvements du jour, sur la chaîne de blocs du Bitcoin, tout est transparent puisque toutes les transactions sont inscrites et elles sont aussi retraçables en tout temps. Dans la blockchain, les transactions sont regroupées sous la forme de blocs qui sont minés à toutes les 10 minutes, plus ou moins. C'est les compagnies minières qui valident les blocs et ils sont aussi récompensés en Bitcoin pour justement faire les calculs mathématiques derrière la validation d'un bloc. Outre le fait que la chaîne de blocs du Bitcoin est un registre public, un autre avantage est qu'elle est aussi non contrôlée par une entité centrale qui pourrait censurer ces données pour mieux paraître aux yeux de ses investisseurs. C'est quelque chose qui est pas possible de faire avec la chaîne de blocs du Bitcoin. C'est vraiment une chaîne qui est impartiale et qui donne le pouvoir à leurs utilisateurs. Donc, les données sur la blockchain offrent une excellente opportunité aux analystes en chaîne de se faire une image plus complète du marché de la crypto-monnaie. Concernant les outils disponibles pour nous, Glassnode est vraiment la référence incontestable en termes d'analyse on-chain. Il s'agit de la ressource avec le plus de diversité d'outils on-chain et il y a beaucoup d'innovations pour développer de nouveaux outils. Nous avons aussi CryptoQuant qui est le plus grand compétiteur de Glassnode. Ce que j'aime bien de CryptoQuant est qu'il est possible de configurer des alertes pour être averti lorsqu'il y a des grands mouvements sur la chaîne de blocs. Ce que j'aime aussi avec cet outil-là, c'est la section Quick Take qu'on appelle en anglais, qui permet d'échanger de l'information entre les utilisateurs de leurs outils.
Ça permet de s'éduquer et d'échanger des théories on-chain. Sentiment est aussi vraiment super pour l'analyse des tendances sociales et je remarque qu'il commence à y avoir plusieurs données on-chain sur des altcoins. Ensuite, Quantmetric, qui est intéressant pour l'analyse du Bitcoin, mais je trouve que c'est un peu plus compliqué à utiliser. Par contre, ils offrent la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de données sur les altcoins. Personnellement, les ressources que je préfère sont Glassnode et CryptoQuant. C'est ce qu'il y a de plus complet sur le marché en ce moment et ils offrent des interfaces relativement simples à utiliser. Parlons maintenant des avantages de savoir interpréter les données on-chain. Je vois ça vraiment comme une corde de plus à mon arc afin de prévoir les mouvements futurs du marché et de pouvoir identifier potentiellement soit des sommets ou des bas de marché. Ça permet aussi d'analyser le comportement des investisseurs, soit les investisseurs long terme ou les investisseurs court terme. Et c'est aussi un bon complément à l'analyse technique pour prendre position. Dans l'exemple plus bas, on peut voir que le Bitcoin est dans une configuration d'un triangle ascendant. Point de vue technique, il y aurait deux scénarios, soit le scénario haussier en vert, si le prix du Bitcoin continue dans le triangle ascendant et vient à percer à la hausse, ou un scénario baissier si le prix du Bitcoin vient invalider la configuration à la baisse et le prix continue à aller plus bas. Uniquement du point de vue technique, c'est pas possible de dire qu'un scénario est plus susceptible de se produire plus qu'un autre. C'est là qu'entrent en jeu les données on-chain pour augmenter les probabilités d'un scénario et vous donner de la conviction par rapport à vos prises de position. Pour la suite de la présentation, je vais vous présenter des outils on-chain pour savoir si, dans l'exemple que je viens de vous présenter, si c'était un bas local de marché qui était à acheter ou qui était à éviter. Commençons tout d'abord avec l'indicateur qui montre la réserve des compagnies minières de Bitcoin. C'est un indicateur qui montre le nombre de Bitcoin que ces entités ont actuellement de stocker dans leur portefeuille. Une augmentation de cette valeur signifie que les minières de Bitcoin accumulent davantage de Bitcoin et c'est une tendance qui peut indiquer que les minières ont une perspective plutôt haussière sur le prix du Bitcoin et qu'il n'y a pas beaucoup de pression de vente sur le marché. Aussi, quand les minières accumulent, c'est qu'ils ont la conviction de pouvoir vendre leur Bitcoin plus haut dans un moment futur. De l'autre côté, une diminution des réserves, ça implique que les minières sont actuellement en cours de distribution. Quand on parle de distribution, ça veut dire que les minières ou une autre entité vendent. Dans une telle situation, ça peut signifier un sentiment baissier sur le prix et ça ajoute une pression de vente sur le marché. Il faut noter que parfois les minières sont dans une position qu'ils doivent vendre leur Bitcoin, même s'ils croient que le prix va continuer de monter pour couvrir leurs coûts d'exploitation. Parce que c'est très dispendieux miner un Bitcoin. Il y a des coûts reliés à l'énergie, l'entreposage des équipements informatiques, climatiser l'espace et au niveau de la sécurité du réseau. Pour vous donner un exemple, si on prend là, la compagnie Bitfarms, c'est une compagnie minière de Bitcoin basée initialement au Québec, au Canada, et ils ont publiquement annoncé que le coût de production d'un Bitcoin était aux alentours de 6 900 américains. Donc, juste pour vous montrer à quel point ça peut coûter très cher miner un Bitcoin. Si on regarde le graphique qui est juste ici, on peut remarquer que depuis 2019 à 2020, les minières ont majoritairement accumulé en vue d'un prochain bull run. Et en décembre 2020, ils se sont mis à fortement vendre, comme on peut voir là. Et c'est tout près de 42 000 bitcoins qu'ils ont vendus pendant la montée du bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies minières connaissent très bien le marché et sont très susceptibles de vendre leur bitcoin lorsque le marché est en force. Historiquement, c'est ce qu'on a vu dans le passé. Et puis, si on continue ici, après cette chute-là, le Bitcoin a continué de monter et ils ont continué d'accumuler
La correction qu'on a vue au mois de mai, ils ont vendu une toute petite partie, mais depuis ce temps-là, ils sont vraiment dans une nette accumulation, comme on peut voir. Je serais pas surpris de voir cette tendance continuer jusqu'à temps que le marché du Bitcoin reprenne à la hausse pour pouvoir vendre plus cher. Continuons maintenant avec le ratio qui provient du NVT, tout simplement un outil qui a été créé par le célèbre Willy Woo pour faire un comparatif avec le marché traditionnel où c'est possible d'évaluer le potentiel d'une entreprise en examinant sa capitalisation boursière par rapport à ses bénéfices. Ici, en crypto, on peut faire pareil, puis c'est grâce justement à ce ratio-là qu'on va venir comparer la capitalisation du Bitcoin par rapport au volume de transactions sur la blockchain. Le ratio NVT est calculé en divisant la valeur du réseau. En d'autres termes, c'est la capitalisation du Bitcoin par le volume quotidien en dollars américains qui sont transmis sur la blockchain du Bitcoin. Une valeur élevée du ratio NVT signifie que l'augmentation de la valeur de la capitalisation du Bitcoin n'est pas soutenue fondamentalement par le volume de transactions. Ça pourrait laisser présager une possible surévaluation par rapport à ces fondamentaux, comme on a pu voir à la fin du cycle haussier 2017 ici, que l'on est venu dépasser l'enveloppe du 4 écart type par rapport à la moyenne du ratio NVT. Même chose ici, lors du mini bull run 2019, on a eu un pic juste ici, puis en 2021, même chose vers le début de 2021, que c'est surévalué par rapport au nombre de transactions. À l'inverse, une faible valeur du ratio NVT se produit lorsque l'utilité au niveau des transactions quotidiennes est plus importante que l'appréciation de la capitalisation du Bitcoin. Et ça pourrait signaler une possible sous-évaluation. Comme on peut voir ici, les moments où est-ce qu'on était sous la ligne pointillée et même les moments où est-ce qu'on était en bas de la ligne verte continue, ça a été des très bons points d'achat. Et ça a été le cas en 2019, juste ici dans le bear market, dans le crash de 2020, dans le crash de mai 2021. Donc, un très bon point d'entrée juste avant que le Bitcoin se mette à monter vers son sommet historique. Et tout récemment, on est venu encore une fois là, sous la ligne verte continue. Puis là, on dirait là, qu'on tente à aller plus haut. Dans la récente correction que nous avons eue depuis le mois de décembre 2021, oui, le prix du Bitcoin a chuté beaucoup moins que le nombre de transactions quotidiennes. Ça nous indique que le Bitcoin est toujours sous-évalué par rapport à sa juste valeur. Juste ici, c'est une autre façon de schématiser. Encore une fois, c'est Willy Woo qui a travaillé cet outil qui permet de faire un ajustement de prix sur le Bitcoin en prenant en compte la moyenne des 2 dernières années sur le ratio NVT. Puis, ce qu'on remarque, c'est que en date du février 2022, point de vue fondamentaux en lien avec le nombre de transferts qui s'est fait, le Bitcoin équivaudrait à 47 000 comparativement à 42 000. D'une autre façon, ça nous indique que le prix du Bitcoin ajusté selon le NVT serait vraiment sous-évalué d'environ 5 000 par rapport à son juste prix en considérant le volume de transactions. Continuons maintenant avec l'indice de Mayers. C'est un outil qui a été introduit par Trace Mayer comme un moyen d'évaluer le prix actuel du Bitcoin par rapport à sa moyenne des 200 derniers jours. C'est un outil vraiment intéressant pour mettre en évidence les moments où le Bitcoin est soit surévalué ou sous-évalué, tout dépendamment de sa distance par rapport à sa moyenne des 200 derniers jours. Comme on peut voir ici dans le graphique, en pointillé, c'est la moyenne des 200 derniers jours sur le Bitcoin. En orange, c'est le prix du Bitcoin en dollars américains. Et on peut remarquer que plus qu'il y a une grande distance entre cette moyenne des 200 derniers jours et le prix, ben, plus grand que l'indice de meilleur sera, comme on peut voir là. Même chose ici. Donc, le pic du Bitcoin est ici, la moyenne, on a un grand écart, ce qui donne un ratio de meilleur élevé. Il est intéressant de noter qu'à mesure que le marché gagne en maturité, il devient moins volatile et les pics sont de moins en moins hauts. On peut le constater dans chacun des cycles haussiers
a offert des gains de moins en moins importants et ça nous a donné des pics sur l'indice de Mayers qui tendent à la baisse, comme on peut voir ici. Et ici, c'est le cycle haussier de 2021. Encore une fois, on est venu là comme tout juste en haut de la tendance que j'ai tracée en pointillé ici. Je pense que nous reverrons jamais des ratios aussi élevés qu'au début du Bitcoin aux alentours de 10. Je pense pas nécessairement que la tendance sera toujours à la baisse comme ça, mais c'est un point à considérer que faut pas nécessairement s'attendre à revoir les données passées. Et historiquement, ce qui est important de garder en tête, c'est que lorsqu'on dépasse une valeur sur l'indice de Mayers de 2,4, souvent ça nous indiquait une fin de marché haussier, comme on peut voir ici. En 2021, nous l'avons dépassé de peine et misère. Puis, à l'inverse aussi, lorsqu'on atteint un indice de Mayers de 0,08, c'est généralement des bons points d'entrée pour acheter du Bitcoin à plus long terme. Comme on peut voir juste ici dans le bear market ici en 2015, 2018, puis on a revu des niveaux similaires à deux occasions en 2021. Si on compare ce qu'on a vu en 2021 avec le cycle haussier de 2013, on peut remarquer plusieurs similitudes. Quoique notre cycle actuel est plus long, on peut remarquer qu'on voit le même double bas sur l'indice de Mayers qu'on a vu en 2013. Donc, on a eu un double bas ici, tout comme en 2021, avant de terminer la dernière vague haussière vers la fin de 2013. Donc, ça pourrait laisser présager qu'il resterait encore une dernière jambe haussière. Et toujours en comparant avec 2013, on peut remarquer que le deuxième pic était légèrement plus bas que le premier. Si on fait l'analogie avec notre cycle actuel, on pourrait s'attendre là à être légèrement aussi en bas de ce qu'on a eu en début 2021, donc aux alentours de 2,4 peut-être. Une façon de visualiser le comportement des investisseurs long terme est d'étudier cet outil qui consiste à regarder la variation de la position nette des investisseurs long terme. LTH, c'est une abréviation que j'utilise pour dire investisseur long terme. Pour être considéré investisseur long terme, ça implique que cette entité ou les entités considérées investisseurs long terme n'ont pas eu d'activité de transaction en bas de 150 jours, soit l'équivalent de 5 mois. La raison pourquoi distinguer les investisseurs long terme des investisseurs court terme, c'est que ils n'ont pas le même comportement que les investisseurs court terme. Ceux qui ont acheté, là, 5 mois passés, ils sont généralement moins sujets à vendre aux premiers signes de volatilité à la baisse comparativement aux investisseurs court terme. Aussi, les investisseurs long terme sont patients et habituellement, ce qu'on a vu dans le passé, c'est qu'ils vendent dans les moments de force, tout comme les compagnies minières. Ici, dans le graphique que je vous présente, lorsque nous voyons un nuage en rouge, comme ici, ça indique que les investisseurs long terme vendent leur Bitcoin dans un moment de force. Comme on peut voir juste ici, ça a été le cas pour la montée de 2013 là et la deuxième montée aussi, que dans un moment de force, ils ont vendu là, quasiment parfaitement le top du marché. Ils ont vendu la montée de 2019 ainsi que la montée de 2020-2021. Donc, c'est des entités qui connaissent bien le marché et qui vont vendre quand que le marché est favorable. Donc, ça, c'est le cycle 2021-2022. Ça, c'est le cycle de 2017-2018. En faisant l'analyse de ces deux cycles, on peut voir que en 2017, il y a eu une première phase d'accumulation. Ils ont vendu dans la montée. Ils ont réaccumulé pendant le bear market. Donc, ils ont vraiment beaucoup acheté en vue d'un prochain bull run. Ils ont le vendu ici. C'est peut-être là une petite capitulation parce que c'était quand même une drop assez impressionnante. Ils ont réaccumulé pour revendre dans le mini bull run de 2019, qui a eu vraiment six étapes que j'ai pu noter.
Et si je fais le comparatif avec le cycle actuel, on a eu comme la première phase d'accumulation avant le cycle haussier 2020-2021. Les entités long terme ont distribué pendant la montée. Ils ont réaccumulé fortement pendant toute l'année 2021 pour redistribuer dans la descente qui est ici. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils avaient raison de vendre, mais ça souligne qu'il y avait un vent de panique sur les marchés. Donc, ils ont vendu un peu. On dirait qu'ils réaccumulent, comme on peut voir ici, avant de commencer la phase de distribution dans la prochaine montée. Si jamais on voit une prochaine montée, je ne serais pas étonné de voir une redistribution de tous ces bitcoins-là qui ont été accumulés. En résumé, ce que ces données m'indiquent, c'est que les entités long terme ont fortement accumulé pendant toute l'année 2021 et que je m'attends à voir une autre période de distribution lors de la prochaine montée parabolique, possiblement en 2022. Pour terminer, le dernier outil on-chain que je vous présente, c'est le ratio des stablecoins en circulation qu'on appelle SSR. C'est un ratio qui se calcule en prenant en compte la capitalisation du Bitcoin par rapport à la capitalisation de plusieurs stablecoins, dont l'USDT, l'USDC. Puis en passant, c'est les deux stablecoins d'importance. Le premier, c'est l'USDT et le deuxième, l'USDC, qui gagne de plus en plus en dominance par rapport à l'USDT. Et les autres que nous avons juste ici, le TUSD, GUSD, PAX, SAI, DAI, BUSD. Ce qui est intéressant avec cet outil, sans trop s'embarquer dans les détails et garder ça simple, vous avez une enveloppe tracée grâce aux bandes de Bollinger. Chaque fois que nous dépassons à la baisse cette enveloppe, historiquement, ça a été des excellents points d'achat sur les crypto-monnaies. Donc, ça a été le cas ici. C'est peut-être un peu moins visible, là, mais ça a été le cas là. Nous avons sorti là dans le crash de 2020. On a sorti ici dans le crash du mois de mai 2021 et à peine perceptible, mais nous avons sorti juste ici aussi dans le bas que nous avons eu en début d'année 2022. Des valeurs faibles au niveau du SSR signifie que l'offre des stablecoins est élevée par rapport à la capitalisation du Bitcoin et ça nous indique une pression d'achat potentielle et aussi un potentiel point de retournement, comme ça a été le cas à quasiment toutes les fois que nous avons dépassé à la baisse les bandes de Bollinger. Considérant que les stablecoins sont de plus en plus utilisés, la circulation de ceux-ci augmente avec le temps, ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment une tendance à la baisse au niveau du SSR. C'est la raison pour laquelle on utilise les bandes de Bollinger pour évaluer la volatilité par rapport au passé. Faisons maintenant un résumé des outils présentés. Au tout début, je vous ai présenté une analyse technique au niveau du Bitcoin avec deux scénarios. Le scénario haussier, si le Bitcoin venait justement à rester dans le triangle et valider la configuration à la hausse, et le scénario baissier, si la configuration venait à être invalidée à la baisse. Avec les données on-chain que je vous ai présentées, nous avons vu que les compagnies minières de Bitcoin, ils accumulent. Le prix du Bitcoin serait sous-évalué selon l'indice NVT. Les investisseurs long terme ne semblent pas avoir terminé leur phase de distribution, ce qui est un bon signe. L'indice de Mayer a été à un niveau sous-évalué, soit l'équivalent de 0,08. Il forme aussi le même double bas que nous avons vu en 2013. Ça pourrait laisser sous-entendre qu'il pourrait y avoir une dernière montée au cycle haussier actuel. L'indice des stablecoins, le SSR, indique qu'il y a beaucoup de stablecoins en attente pour acheter des crypto-monnaies qui sont sujets à volatilité, comme le Bitcoin et les altcoins. Pour ces raisons, revenons à ce graphique. Je pense que il y a plus de probabilités que le scénario haussier se réalise. Ça ne veut pas dire que le scénario baissier ne va pas se produire, mais à la lumière de ce qu'on a vu, qu'il y a plus de probabilités que la configuration du triangle ascendant se concrétise pour de vrai.
et que nous repartons à la hausse pour finir le cycle haussier. Donc, c'est vraiment un exemple concret qui vous montre la puissance des données on-chain lorsque c'est allié avec vos théories techniques. Merci infiniment de votre écoute. Maintenant, vous pouvez comprendre l'importance de comprendre et de pouvoir interpréter les données on-chain pour être un investisseur profitable. Si c'est de l'information qui vous intéresse, vous voulez en savoir plus, la formation complète est disponible sur mon site internet et pour me suivre sur Twitter et YouTube à Savage Crypto. Ceci dit, on se dit à bientôt.